Merci de nous rejoindre sur Cam News 24 pour cette auto-sortie d'International. Cette semaine, les sujets seront débattus, analysés et décryptés par un spécialiste des questions internationales, par ailleurs, journaliste consultant. Bienvenue, Ghislain Kougan. Le plaisir est partagé, Donald. D'entrée de jeu, nous allons au Burundi où Barack Obama prend des sanctions contre 4 hauts responsables. Ces sanctions qui portent sur la restriction de circulation et gel des avoirs interviennent après celle annoncée début octobre par l'Union européenne. Alors, juste là, vous avez un peu suivi cette brève que je viens de lire. Alors, que reproche-t-on à l'exécutif, que reproche l'exécutif américain à ces dignitaires burundais? Premièrement, vous avez indiqué qu'il s'agit de 4 responsables. Il faut également signifier qu'il s'agit de 2 qui font partie du pouvoir en place et de 2 autres que l'on peut qualifier comme faisant partie de l'opposition, entre guillemets. Donc on reproche justement à ces 2 membres du parti au pouvoir leur rôle dans notamment la répression des manifestants qui étaient justement opposés au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Et maintenant, pour l'opposition, il s'agit de ceux-là qui ont fomenté un coup d'État, qui ont voulu renverser le président Pierre Nkurunziza avant l'élection présidentielle survenue. Donc les États-Unis ont essayé un peu d'équilibrer, de frapper de part et d'autre pour justement amener les différentes parties prenantes à débattre, à discuter pour arriver, pourquoi pas, à un gouvernement d'union nationale. Est-ce que ce n'est pas trop posé pour Barack Obama de prendre une telle décision au cas où peut-être commencerait-elle à appliquer si Nkurunziza s'y opposait? Je pense que le problème, c'est que le Burundi n'est pas un pays souverain en matière économique, en matière de financement de son budget. Je tiens à préciser que plus de 50% du budget du pays dépend ou alors vient de l'étranger. À partir de ce moment donné, on peut bien évidemment indiquer une démarche à suivre pour le Burundi. Également, il faut relever que l'Union européenne également a frappé des sanctions. Le Burundi, notamment, menace de continuer de suspendre son aide alimentaire ou alors financière au pays. Donc, quand vous êtes un pays qui n'est pas souverain, quand vous avez, comme je l'ai indiqué, 50% de votre budget qui vient de l'étranger, évidemment, vous êtes assujetti à un ensemble de choses. Et vous le savez très bien, là, longtemps, martelé sur ce plateau, le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza a drainé beaucoup de foudre dans ce pays, a créé beaucoup d'instabilité. Bien évidemment, qu'à un cas, on arrive à une élection présidentielle. Aujourd'hui, la question n'est plus d'actualité, mais il n'est pas dans ce pays un climat apaisé qui soit véritablement ancré et qui puisse de manière unanime appeler les différentes parties prenantes à militer pour la paix. C'est la raison pour laquelle, notamment, la sanction a été prise par Barack Obama et l'Union européenne pour que finalement un dialogue puisse avoir lieu au Burundi. Et d'ailleurs, je pense que dans les jours à venir, le dialogue a d'ailleurs déjà démarré parce que Bujumbura a infléchi finalement sur sa position et est d'avis pour travailler à un dialogue et donc débattre et pourquoi pas arriver à un gouvernement comme le veut l'Union européenne et les États-Unis d'union nationale. Il faut tout de même rappeler que le Burundi était un État indépendant, mais est-ce que toute cette batterie d'éléments que vous citez, cela autorise l'ingérence? Je pense que si on est indépendant, il faudrait qu'on le soit véritablement. Qu'on ne soit pas simplement indépendant quand il s'agit de prendre des actes, qu'on soit également indépendant quand il s'agit de travailler à offrir aux populations une vie meilleure à travers un pouvoir d'achat conséquent. Alors si on est indépendant, on n'a pas besoin à chaque fois de tendre la main. On vous fait part de ce que le budget d'un pays dépend à 50% de l'étranger. À partir de ce moment, est-ce qu'on peut parler d'une indépendance? On peut peut-être parler d'une autonomie, mais est-ce qu'on peut parler d'une indépendance véritable? Encore qu'aujourd'hui, vous le savez bien qu'il n'y a plus d'indépendance, hein. Nous vivons dans un monde global, il y a une sorte de mondialisation, mais évidemment, il faut qu'on puisse travailler suffisamment sur le volet de la souveraineté des États. Et les États africains, il leur revient à eux d'imposer cette souveraineté-là en définissant une politique qui prenne en considération les aspirations de leur peuple. Alors, peut-être les téléspectateurs vont penser qu'au Burundi, c'est un gouvernement collégial, d'une part à l'intérieur et à l'extérieur tenu par l'Union européenne et les États-Unis. Non, ce n'est pas le cas. C'est juste que les États-Unis et l'Union européenne se considèrent comme les gendarmes du monde. À partir du moment où il y a un trouble sur un endroit, sur le continent, eh bien, ces puissances qui, bien évidemment, participent sur le plan financier ont leur mot à dire pour
pour signifier simplement que parce que nous vous aidons sur le plan financier, nous ne voulons pas qu'il y ait ceci. Nous ne pouvons pas financer un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Il est question pour le Burundi de se conformer aux accords de Cotonou au Bénin. Les accords, notamment l'article 96 qui précise le respect des droits de l'homme, le respect des principes de la démocratie et surtout de l'état de droit. Et quand on parle de l'état de droit, c'est justement de ce qui se passe avec Pierre Nkurunziza qui a, si vous voulez, au forceps brigué ce troisième mandat. Donc c'est un accord qui avait été signé avec les différentes parties prenantes, avec le Burundi aussi, l'accord de Cotonou. Nous allons continuer cette émission en nous rendant cette fois au Ghana, où sans surprise, le président ghanéen John Dramani Mahama a été désigné à une large majorité candidat de son parti, le Congrès démocratique national NDC. Il briguera donc un second mandat en 2016. Alors, John Dramani Mahama, candidat à sa propre succession, est-ce une investiture ou alors une révision d'un article de la Constitution? Non, il s'agit très clairement d'une investiture. C'est à partir des primaires qu'il a été investi, je crois, ou une élection interne à 80, je crois, 15,1%. Son parti a estimé qu'il était le candidat apte à briguer un nouveau mandat. Faut-il préciser que c'est en 2012, après la mort de John Atta-Mills, qu'il a été élu à la tête du parti et dont l'élection présidentielle ce sera en 2016. Et le parti a estimé aujourd'hui qu'il est apte notamment à conduire le pays ou alors à être le représentant du parti pour l'élection à venir. Oui, alors est-ce qu'il y a des indicateurs, notamment économiques, favorables à la reconduction de John Dramani à la tête de l'État ghanéen? Je vous comprends très bien. Parce que je comprends votre raisonnement. On sait très bien que le Ghana, en 2000, je crois, dans les années 2000, a eu la croissance de son PIB de 14% et qu'en 2015, la croissance a chuté à simplement 4%. 4%. Oui, le Ghana est un pays stable aujourd'hui sur le plan démocratique, sur le plan politique. Vous voyez comment s'opère la transition au Ghana. Il n'y a pas de coup d'État constitutionnel. Il y a des élections crédibles. Le Ghana est l'un des exemples. C'est même l'exemple, l'archétype même d'un état de droit sur le continent africain. Le Ghana est quand même situé en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que dans une région où il y a une turbulence, vous avez la Côte d'Ivoire qui peine à se remettre sur pied. Vous avez le Burkina Faso où on est près de l'explosion. Et le Ghana est là un pays sain qui se bat pour respecter les principes démocratiques. Et il faut relever quand même que le Ghana tient sa stabilité sur notamment les principales activités menées. Il s'agit du cacao, l'or et bien évidemment du pétrole. Une image. On a tendance à chaque fois de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Eh bien, le sujet que vous avez choisi nous amène à parler d'un train qui arrive à l'heure. Un exemple démocratique sur le continent. Eh bien, ayons la chance ou alors l'opportunité d'en parler. Le Ghana, c'est ce pays-là justement qui a pu présenter à l'occasion des matchs de football 3 présidents. Il y avait John Dramani Mahama qui est le président des Assises, il y avait John Kufuor, l'ancien président, et il y avait également Jerry Rawlings, l'ancien président. L'ancien président. Alors, John Kufuor, lui, il est du NPP, alors que John Dramani Mahama est du NDC, vous l'avez évoqué. Alors, quelle image pour le continent? Vous avez au cours des matchs de football 3 présidents réunis. Or, la fonction présidentielle sur le continent africain est conçue de manière à ce que les présidents estiment que quand ils quittent le pouvoir, ils meurent. Soit ils quittent le pouvoir parce qu'ils sont morts, soit ils quittent le pouvoir pour rejoindre les gens de la CPI. Qu'on ait une autre conception, de dire qu'après le pouvoir, la vie ne s'arrête pas. On peut gouverner un pays et après reprendre, comme disent les Guignols, une activité normale. Alors, John Dramani Mahama, âgé aujourd'hui de 56 ans, sera face à Akufo-Addo, âgé lui de 71 ans. Le critère âge pourrait-il être pris en compte par l'électorat ghanéen? Surtout, est-ce qu'on va tenir compte de l'âge, 71 ans contre 56 ans? Je pense que John Dramani Mahama va remporter parce que ce n'est pas la première fois. En 2012, c'est toujours face à Nana Addo que John Dramani Mahama a remporté l'élection présidentielle. Donc il est clair qu'en 2016, ce sera le cas. John Dramani Mahama va remplir pour un second mandat. Et il est également évident qu'après son deuxième mandat, comme le prévoit la constitution du Ghana, il va tout simplement s'éclipser. Nous allons partir ailleurs, puisque nous restons toujours en Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est international qui se poursuit. Au Mali, on parle à présent de cette prise d'otage survenue à l'hôtel Radisson de Bamako il y a quelques jours. Le bilan fait état d'au moins 21 morts et 138 personnes retenues en otage pendant quelques heures par les assaillants. On regarde et on revient pour en débattre.
C'est dans cet hôtel du centre de Bamako, le Radisson, que des hommes ont pénétré ce vendredi matin, prenant en otage 170 personnes. Les assaillants lourdement armés arrivent devant l'hôtel à bord d'une voiture. Rapidement, des tirs d'armes automatiques retentissent. Policiers et militaires maliens se rendent sur place pour lancer l'assaut. Les forces maliennes sont rejointes par la gendarmerie et par des casques bleus de la MINUSMA et par des soldats français de la force Barkhane. Ils pénètrent dans l'hôtel qui compte 190 chambres. Les assaillants se déplacent dans les étages et prennent des clients en otage. Les étrangers sont en effet nombreux dans cet hôtel prisé situé dans le quartier des ambassades. Au fil des heures, des dizaines d'otages réussissent à s'échapper. D'autres sont extraits par les forces de sécurité, mais il y aurait aussi plusieurs morts. Les ambassades de différents pays comme la France et les États-Unis invitent leurs ressortissants à rester à l'abri. Alors que l'assaut se poursuit, aucun groupe n'a pour le moment revendiqué l'attaque. Pour aider les forces maliennes, la France a décidé d'envoyer ce vendredi une quarantaine de membres du GIGN pour une mission de conseil et de soutien. Le président Keïta, qui se trouvait à N'Djamena pour une réunion consacrée à la sécurité dans la région, a quitté le Tchad pour rentrer au Mali. Des décisions fortes ont été prises par nous, que mes amis vont vous communiquer, mais chacun comprendra que dans la situation actuelle, une fois le G5 dans ses œuvres ayant terminé l'essentiel, je me rends au Mali, qu'on le comprenne quand même. Donc, elle est préoccupante, mais elle n'est pas désespérée. Je pense que l'on a pu libérer 17 personnes au moment où je vous parle. Les forces continuent leur intervention et je voudrais souhaiter plutôt le meilleur. Cet attentat odieux, nous le condamnons. J'ai personnellement saisi le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, pour convoquer une conférence internationale sur le terrorisme et la paix dans le monde. Alors Ghislain, quelle est la situation actuelle au Mali, bien évidemment, après cette folle journée du 20 novembre? Je pense qu'il est question maintenant de prendre des mesures draconiennes pour éviter ce genre de situation, pour que on arrive encore à cette crise qui sévit au Mali. On pensait que le Mali était épargné. Et j'estime également que l'attentat perpétré justement sur l'hôtel Radisson s'inscrit dans la continuité justement de la revendication des mouvements rebelles, des groupes qui estimaient ne pas être d'accord avec l'accord d'Alger et qui estimaient que non, l'accord d'Alger ne prenait pas en compte les aspirations de tout le monde. Et c'est ça le problème avec les négociations, avec des groupes dissidents, des petits groupes, chacun qui se revendique de ceci ou de cela. Donc il s'agit maintenant au Mali de prendre conscience de ce qui se passe et de redoubler de vigilance. Et il s'agit quand même à ce niveau d'un constat qui est fait. Il y a le groupe État islamique d'une part, mais il y a aussi sur le continent des groupes rebelles qui veulent justement, à travers ce qui se passe, montrer que non, il faut penser à nous, nous sommes bel et bien présents, il ne faut pas uniquement focaliser le regard sur le groupe État islamique qui aujourd'hui concentre la plupart des attentions autant sur le plan national que sur le plan international. Il s'agit pour ces mouvements-là de présenter, de faire mal pour qu'on comprenne que eux aussi existent. Voilà, on a sur le continent africain un ensemble de mouvements. On a par exemple le groupe Al-Marabitoun qui a revendiqué dans un premier temps l'attentat. On a un nouveau groupe qui a revendiqué le même attentat, le Front de libération du Massina, qui estime que non, c'est lui qui a perpétré l'attentat. Comment pour un seul attentat, on a deux groupes qui le revendiquent? On peut comprendre la démarche. Ce sont des gens qui se connaissent. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont travaillé dans un même groupe. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas été contents et qui ont claqué la porte pour aller créer leur faction. Et quand il s'agit d'une crise comme celle-là, le premier à revendiquer gagne toujours, puisqu'il s'agit d'un moyen de pression pour montrer vous devez dialoguer avec nous. Donc, quand vous faites une lecture sur les deux revendications, peut-on accorder du crédit au groupe Al-Mourabitoun qui a revendiqué l'action de vendredi dernier? En premier lieu, je pense que c'est difficile. On peut estimer que le premier qui revendique, il lui appartient ce qui s'est passé. Mais en même temps, quand on écoute les détails du Front de libération du Massina, qui fait part de ce que l'assaut sur l'hôtel Radisson, c'est en réaction par rapport aux actes posés par l'opération Barkhane de France, qui pilote le groupe Ansardine au nord du Mali. Là, c'est plus structuré, c'est plus crédible. Vous voyez un peu. Donc, à partir de ce moment, il est difficile
difficile de savoir quel des deux groupes a commis l'attentat. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous, ce sont les faits. Et aussi, quand vous avez deux déclarations différentes, au niveau de la primature du Mali, on vous fait part de ce que on a tué deux assaillants et que il serait au nombre de 5, il y aurait 2 qui seraient dissimulés au sein de la foule qui seraient sortis. Et le ministre de la Défense dit que non, il n'y avait que 2. Donc, ce sont des éléments qui peuvent amener à ne pas comprendre cette faille dans le système de sécurité. Il y a un problème. Il n'y a pas suffisamment de vigilance. Il n'y a pas suffisamment de services de renseignement qui travaillent sur le continent. Il faut une coordination des services de renseignement. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il faut travailler en harmonie. Et vous savez très bien que le renseignement est une question d'État et c'est un sujet sur lequel il est difficile d'être unanimement d'accord. Justement, un deuil national de 3 jours a été décrété, assorti d'un train de mesures sécuritaires. Cette batterie de décisions peut-elle contribuer à minimiser les attaques terroristes au Mali? Elle peut contribuer dans un premier temps à enrayer, à éviter dans un premier temps. C'est-à-dire que dans la foulée de ce qui s'est passé, mais à un moment donné, il va falloir, et ce qui se passe très souvent, quand on va un peu dormir, c'est-à-dire que les djihadistes, vous voyez, les rebelles prennent tout le temps. Ils agissent quand vous baissez un tout petit peu la garde. Maintenant, est-ce qu'il y a toute la logistique nécessaire? Est-ce qu'il y a toute la logistique humaine aussi, matérielle, pour avoir une surveillance accrue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avoir des renseignements de tous les services? Est-ce que tous les pays africains peuvent, à travers une coordination ou alors une coalition, c'est vrai qu'une coalition, ça c'est rêvé, une coordination des services de renseignement, mettre sur pied une base unique de renseignement et que l'on travaille de manière objective et surtout de manière claire? On va rester dans cette série d'attentats puisque alors qu'on n'en avait pas fini de faire le décompte des morts au Mali, qu'est survenu cet attentat en plein cœur de Tunis avec à la clé des pertes en vies humaines et des dégâts, d'importants dégâts matériels. On regarde. La Tunisie frappée par un attentat ce mardi. Une explosion qui visait un bus de la sécurité présidentielle a fait au moins 12 morts dans le centre de Tunis. Une vingtaine d'autres agents ont aussi été blessés, indique le ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, a annoncé le rétablissement de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire pour une durée de 30 jours. Une mesure qui avait été levée début octobre, 3 mois après les attentats de Sousse. Un couvre-feu a été instauré mardi soir à Tunis jusqu'à nouvel ordre. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie fait face à une recrudescence des attaques djihadistes. Il y a 10 jours, un jeune berger a été décapité dans le centre du pays, un geste revendiqué par le groupe État islamique. Voilà. Au-delà donc des mesures sécuritaires prises sur le plan interne, qu'est-ce qui peut expliquer la fermeture de la frontière Tunisie-Libye? Non, l'explication elle est claire. C'est que depuis 2011, après le chaos, la charia qu'on a instituée en Libye, la Libye est devenue le marché mondial du terrorisme. À partir de ce moment, vous vous rendez compte que les 3 attentats subis par la Tunisie, le groupe État islamique avait pour repli notamment la Libye. Il parle de l'attentat du musée du Bardo, l'attentat de Sousse et bien évidemment celui perpétré sur le bus de la garde présidentielle récemment. Les 3 attentats subis en 8 mois, ces groupes qui revendiquent l'attentat ont pour base arrière la Libye. Et donc la frontière entre la Libye et la Tunisie est une frontière au niveau de l'Est parce que à l'Ouest, la Libye, la Tunisie est séparée par l'Algérie. Et l'Algérie a les services de renseignement très pointus. Donc le problème se situe au niveau de l'Est, de la frontière entre la Libye justement et la Tunisie. Et la frontière à ce niveau, elle est très poreuse. D'ailleurs, une décision avait été prise auparavant, quand il y avait eu ces doubles attentats, notamment de Sousse et du Bardo, de construire un mur en sable de 168 km pour séparer justement la Libye de la Tunisie. Eh bien, quand on construit un mur comme celui-là, il faut des moyens pour qu'il y ait une surveillance efficace et permanente, parce qu'au total, il s'agit de 520 km. Vous imaginez ce qu'il faut? Donc, il n'y a pas eu suffisamment de moyens pour mettre sur pied une sécurité à toute épreuve, notamment sur ce mur-là. Voilà, c'est une belle explication. Hein. Je te félicite déjà pour la géographie que tu maîtrises très bien de ce côté. Alors, il est clair que l'attentat a été revendiqué par le Daesh. Maintenant, pourquoi la Tunisie est la cible privilégiée des djihadistes au Maghreb?
La Tunisie peut être la cible. Pourquoi? La Tunisie est le berceau de ce que d'autres appellent le printemps. Moi, je parle de crise arabe. Tout part de la Tunisie. Et la Tunisie, sur le plan géostratégique, est bien située et est au centre d'un ensemble de mouvements sur le plan économique. Et pour revenir justement à la frontière entre la Libye et la Tunisie, il faut comprendre que au niveau de la frontière, il y a un ensemble d'activités qui se mènent, de contrebande, de pétrole. Donc, c'est-à-dire que c'est un territoire, une zone de non-droit à ce niveau. Et fermer la frontière, elle est faite de manière provisoire uniquement. Pourquoi est-ce qu'elle est faite simplement de manière provisoire? Parce que les autorités tunisiennes savent très bien que si on ferme cette frontière de manière définitive, sans développer cette zone sur le plan économique, ça va poser un autre problème. Pourquoi? Parce que les populations qui y vivent se nourrissent des activités de la contrebande, la drogue, le pétrole, qui se fait notamment à cette frontière. Alors si vous la fermez la frontière, il faut donc développer d'autres activités économiques qui vont permettre aux populations qui vivent de la contrebande et du vent du pétrole illégal, nous, à ce niveau, pour que justement on n'arrive pas à ce que les populations soient suffisamment ou davantage réceptives à l'endoctrinement du groupe État islamique. Donc il ne s'agit pas simplement de fermer la frontière, elle est fermée de manière provisoire, le temps pour la Tunisie, le pouvoir en place, de trouver des voies et moyens pour occuper les populations locales qui vivent notamment au niveau de cette frontière-là. On passe le temps à faire des reproches à la Tunisie, qui n'a pas adopté la charia que vous évoquiez tout à l'heure, qui est en pleine acceptation en Libye. Oui, on accepte ça en Libye et les djihadistes estiment que tant qu'il n'y a pas l'instauration de la charia en Tunisie, ils ne laisseront pas ce pays tranquille. Et même quand on le dit, M. Agnouzoua, c'est quoi la charia? La charia signifie simplement, la charia c'est quoi? Il s'agit de mener une vie qui soit conforme aux lois islamiques. C'est-à-dire que c'est un mode de vie religieux, une politique religieuse, sociale et économique qui mène à quelque chose de bien. Je sais pas moi, on parle d'une vie meilleure, une vie dans l'abondance en fait. Est-ce que l'abondance, c'est ce que je vois à État islamique, mettre les bombes pour aller exposer et tuer les gens? Je pense que la charia n'a rien à voir avec le brigandage, ça n'a rien à voir avec le meurtre, ça n'a rien à voir avec les attentats. La religion n'a rien à voir. Je pense que quel que soit le lieu où les attentats sont perpétrés, il y a un volet idéologique. Il y a également un volet, si vous voulez, religieux. Il y a également des volets sociaux. Et selon les régions, on n'a pas les mêmes modalités. Il y a des explications multimodales. C'est-à-dire que, autant sur le plan africain, par exemple, quand vous prenez le cas de Boko Haram sévit dans les zones enclavées. Des populations qui souffrent le martyre d'un mode de vie, d'un pouvoir d'achat qui ne leur permet pas de joindre debout. Mais aujourd'hui, on a dépassé ce mode classique. Quand vous prenez les gars qui ont fait gaffe là-bas, à Paris, en France, par exemple, ce sont des gens qui ne souffrent pas, comme on dit au quartier. Ce sont des gens qui ont un rythme de vie appréciable. À ce niveau, il s'agit d'une idéologie. Donc, l'islam ne prône pas les attentats, mais il y a une minorité qui a un point de vue rétrograde de l'islam et donc qui manipule l'islam au nom de ce qu'ils appellent charia, l'instauration de ci ou de ça. Donc, ça crée un ensemble d'amalgames au point où aujourd'hui, on ne sait plus à quel sens s'ouvrir. Encore, il y a une question qui se pose avec notamment les mosquées radicales qui polluent le monde entier aujourd'hui, et la France partout. Je pense qu'on va peut-être y arriver dans votre prochain sujet. On va rester en Tunisie. Hein. C'est la 3e fois depuis le début de l'année, vous l'avez dit au départ, que le pays est frappé par les attentats. Cela pourrait-il mettre à mal l'économie de ce pays qui vient de vivre 4 années intenses au niveau sociopolitique? Bien sûr, parce que le premier attentat qui a visé le musée du Bardo visait les touristes. Le deuxième, qui a visé notamment Sousse, les plages. Quand on parle de plages, on parle de tourisme. Et donc le troisième vise maintenant le pouvoir, l'État, puisqu'il a été perpétré à quelques kilomètres du ministère de l'Intérieur. On se rend donc compte que le groupe État islamique est en train de prendre petit à petit du chemin, gagner du chemin en Tunisie. On part d'abord des touristes et on progresse pour attaquer aujourd'hui le pouvoir de l'État. Donc c'est délicat. Il faut donc qu'on prenne des mesures. D'ailleurs, la Tunisie est en train de prendre des mesures radicales avec
des mesures urgentes, notamment contre les Tunisiens radicaux qui reviennent des combats en Turquie, en Iran, en Syrie et tout cela. On estime que 5500 Tunisiens sont allés combattre en Irak le djihadisme, en Irak, en Syrie et autres. Et il faut être prêt au moment du retour de ces combattants-là qui viennent et qui mettent à mal notamment le pays, qui vont peut-être avec une idée un peu, on va dire, pas très grande, mais qui, à force de côtoyer les grands djihadistes, les grands groupes en Syrie et en Irak, reviennent avec l'esprit de rebelle et puis mettre le pays à mal. On va sortir de l'Afrique pour aller ailleurs maintenant. Nous sommes toujours dans le cadre de l'international. Lutte contre le groupe État islamique ou Daesh. Hollande et Obama réaffirment leur unité. Les deux chefs d'État ont été clairs et veulent poursuivre les frappes contre le groupe État islamique. Les propos filtrent d'une conférence de presse commune qui s'est tenue à Washington. Cette rencontre, sinon la motivation qui l'entoure, ne vient-elle pas un peu tard? Ce n'est pas seulement la France que le Daesh, et que ce n'est pas seulement en France que le Daesh est actif. Oui, je pense qu'il s'agit d'une question qui a été longuement évoquée à la tribune de l'ONU par le président russe Vladimir Poutine, qui indiquait la nécessité aujourd'hui de mettre sur pied une coalition internationale antiterroriste. Maintenant qu'on a frappé Paris, c'est François Hollande qui est en train d'engager la démarche parce que le vote à l'ONU a été fait. On a adopté plutôt le plan de résolution de la France. Mais pourquoi est-ce que le président français fait la course à Washington? Parce qu'on sait très bien que, contrairement à ce que beaucoup pensent, les relations entre Paris et Washington ne sont pas au beau fixe. Pourquoi? Depuis 2013, lorsque Barack Obama a refusé de frapper le pouvoir de Bachar al-Assad parce qu'on taxait le pouvoir d'utiliser des armes de destruction massive, la France indiquait qu'il fallait frapper le pouvoir de Bachar al-Assad. Barack Obama, après avoir débattu avec le président russe, a refusé justement d'aller frapper la Syrie. Depuis ce moment, il y a une sorte de foi sur les relations diplomatiques entre Paris et Washington. Donc il est question d'aller réaffirmer un point de vue harmonieux entre la France et déjà les États-Unis. Et justement, on a quand même remarqué une certaine réticence. Bon, c'était une conférence de presse, mais on remarque, peut-on éventuellement voir un envoi de forces spéciales américaines supplémentaires en Syrie pour justement resserrer les taux sur le Daesh? Non, on a exclu la possibilité des troupes au sol. On parle des frappes. Bien évidemment, Hollande veut justement que les États-Unis renforcent les frappes contre Daesh, notamment en Syrie. Le président français veut également que les Américains durcissent les mécanismes pour notamment assécher les financements, notamment du groupe État islamique. Il s'agit de cela. Donc, il faut coordonner les actions. On parle même d'ailleurs de coordination des actions et non pas de la mise sur pied d'une coalition. C'est ce que le président Hollande est allé chercher aux États-Unis. Mais ce qu'il sait très bien, c'est que Barack Obama n'est pas d'avis, ne veut pas entendre de l'envoi des soldats, des troupes au sol. Et c'est la même chose, à quelques différences près, qu'il allait chercher en Russie avec Vladimir Poutine. On estime d'ailleurs qu'il a infléchi. Puisque quand on regarde un peu les États-Unis qui refusent que l'on communique à la Russie la position des groupes rebelles qui combattent contre Bachar al-Assad, mais qui combattent également l'État islamique, la France a décidé au cours de la conférence, de l'entretien entre Hollande et Poutine, d'indiquer, de communiquer au pouvoir russe les positions de ce groupe-là. Ce que Washington avait totalement refusé. Donc vous voyez qu'il y a le président français revoit sa position et la Russie a accepté évidemment de ne plus frapper ces positions-là. Sauf que la Russie, pour elle, ce n'est pas un problème, puisqu'elle a toujours dit ne frapper que Daesh. Et donc c'était plus aisé pour le président russe de dire voilà, j'accepte de ne plus frapper, même si au fond je sais que je ne frappais que les positions du groupe État islamique. Alors, visite à Washington, Angela Merkel reçue à l'Élysée, un tour chez Poutine, en Chine probablement. Cette tournée marathon ne serait-elle pas un affichage politique pour François Hollande? Bien évidemment. Et d'ailleurs, François Hollande gagne au niveau des sondages parce que sa cote revient en hausse, qu'on ait un petit regain. C'est aussi ça la politique. Mais je pense très bien que le terrain aujourd'hui, c'est le terrain de la guerre. Il faut aujourd'hui qu'on mette sur pied les mécanismes pour combattre le groupe
et État islamique. Et il y a un problème également, il y a la Turquie qui joue un double jeu. On sait très bien que 70% du financement du groupe État islamique vient de la contrebande du pétrole aux frontières entre la Syrie et la Turquie, et l'Iran et la Turquie. Donc en fait, la Turquie bénéficie grandement de ce qui se passe avec le groupe État islamique. Pourquoi la Turquie refuse que l'on mette sur pied un État au Kurdistan? Parce qu'il s'agit, il faut comprendre une chose, en Syrie, aucun groupe, aucun pays, aucun État ne se bat pour le rétablissement de la paix. On se bat uniquement pour les intérêts, que ce soit la Russie, les États-Unis, que ce soit la Turquie. Et d'ailleurs, on comprend très bien la Turquie. Quand vous avez écouté le développement du président russe lors de la conférence de presse, qui précise en réalité que l'avion russe qui était abattu, les coordonnées de l'avion avaient été communiquées aux États-Unis. Les États-Unis sont comme le leader dans le groupe des alliés. Alors, la Turquie est un allié. Alors, comment concevoir que les États-Unis n'aient pas communiqué la position de l'avion russe, notamment à la Turquie? Donc, vous comprenez qu'il s'agit d'une sorte de Bataclan où chacun fait ce qu'il a, chacun ne lutte que pour ses propres intérêts. Alors, que peut-on espérer à l'issue de tous ces contacts? François Hollande a voyagé, que peut-on espérer à l'issue de tous ces contacts-là? On peut uniquement espérer une coordination des forces entre les différentes puissances, notamment pour combattre le groupe État islamique. D'ailleurs que la Russie est restée carrée sur la question de la Syrie avec un départ de Bachar al-Assad. D'ailleurs, la question n'a même pas été évoquée lors de la rencontre entre Poutine et Hollande, dont la Russie estime qu'il appartient au peuple syrien de définir sa politique à elle. Et d'ailleurs, quand on parle même du départ de Bachar al-Assad, quelle est l'alternative? Depuis qu'on débat, je n'ai jamais écouté quelqu'un proposer un candidat qui pourrait remplacer valablement le président syrien. Quelle est l'alternative? On ne voit pas quelqu'un émerger pour dire voilà, je suis prêt à prendre le flambeau après le président Assad. Personne n'est donc prêt à prendre le flambeau. Mais il y a quelque chose qu'il faut relever, c'est-à-dire en termes de... Il y a des expressions qui reviennent, on parle de coordination, on parle de collaboration et on parle de coalition. Finalement, qu'est-ce qui est choisi? Je pense qu'une stratégie se définit à partir des objectifs précis. Or, il se trouve notamment qu'en Syrie, il n'y a pas d'objectif commun. Mais il y a un objectif, par exemple, qui est celui de Daesh. Donc, sur le combat contre le groupe État islamique, qui est un groupe qui menace tout le monde, à partir du moment où ce groupe menace tout le monde, eh bien, tout le monde est obligé de se retrouver dans une coordination pour combattre le groupe État islamique. Et c'est à ce niveau que la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie vont travailler ensemble pour justement combattre le groupe État islamique. En mettant l'accent sur l'échange de renseignements. Bien évidemment. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. C'était international. Mais avant de partir, on va remercier Ghislain Kougang, notre consultant, journaliste et puis spécialiste des questions internationales. Merci Ghislain. Merci Donald. Et à toute la réalisation de International, surtout à Yves Tadjoufo qui s'occupe au quotidien, qui s'active au quotidien à préparer cette émission avec nous. Mesdames, Messieurs, ce fut un plaisir. CamNews 24, l'actualité mondiale en continu. Restez les nôtres.